Au dîner de retraite de mon père, ma mère a retiré l'assiette de ma fille en disant « Ce plat est pour le garçon de ton frère ». Ma fille est restée figée, pendant que tout le monde continuait de manger. J'ai pris le micro, j'ai dit une seule chose, et mes parents m'ont couru après. Ma mère a retiré une assiette de nourriture à ma fille de 7 ans devant 34 personnes, l'a tendue au fils de mon frère, et a repris sa conversation. Ma fille n'a pas pleuré. Elle a simplement posé ses mains sur ses genoux et m'a regardé. C'est ce regard qui m'a poussé à prendre le micro. Mais cette histoire ne commence pas au micro. Elle commence 4 heures plus tôt, dans la chambre de ma fille, avec une fermeture éclair. 17h15, samedi. Lily se tient devant son placard, en chaussettes, tenant 2 robes sur des cintres, une dans chaque main, comme si elle pesait des preuves. La bleue marine avec le col blanc, ou la verte avec les boutons. Elle a 7 ans. Elle prend les décisions vestimentaires plus au sérieux que la plupart des adultes que je dirige au travail. Laquelle, papa? J'ai désigné la bleue marine. Elle a hoché la tête, a raccroché la verte et a commencé à s'habiller. Sarah était dans la salle de bain, en train de se coiffer. Je me suis assis sur le lit de Lily et je l'ai regardée boutonner sa robe elle-même, de bas en haut, la langue entre les dents, se concentrant comme si elle désamorçait quelque chose. C'est en la voyant boutonner cette robe que je me suis souvenu du bavoir. 3 semaines plus tôt, ma mère travaillait sur un bavoir brodé pour Mason, le fils de mon frère Derek, âgé de 2 ans. Elle le brodait depuis 6 semaines. Je le sais parce qu'elle l'a mentionné à 2 dîners du dimanche distincts, a montré des photos de l'avancement dans le groupe de discussion familiale, et a demandé à Sarah quelle était la palette de couleurs préférée de Mason. Sarah a répondu qu'elle ne le savait pas, car Mason a 2 ans et n'a pas de palette de couleurs. Ma mère a utilisé du bleu et de l'or quand même. Quand Lily a eu 7 ans, 2 mois avant le dîner, mes parents sont arrivés avec 40 minutes de retard, avec un sac cadeau du rayon des soldes. L'étiquette de prix était encore dessus, 7,99 €. Un livre de coloriage et un paquet de feutres où il en manquait un. Ils sont restés 1 heure et sont partis avant le gâteau. Lily a soufflé ses bougies sans mentionner que ses grands-parents étaient déjà partis. L'anniversaire des 2 ans de Mason, 3 semaines après les 7 ans de Lily. Ma mère l'a planifié pendant 6 semaines. Gâteau sur mesure d'une pâtisserie du centre-ville, 180 €. Tenue assortie pour les photos. Un photographe professionnel pour 400 €. Une bannière thématique qu'elle avait peinte à la main. Lily a vu les photos sur la page Facebook de ma mère. Elle était assise à côté de moi sur le canapé pendant que je faisais défiler le fil. Elle a regardé l'écran, m'a regardé, et est allée dans sa chambre. Après ça, elle a cessé de demander à aller chez mamie. 7,99 € et un feutre manquant. 580 € et une bannière peinte à la main. Je n'ai fait le calcul que plus tard. J'aurais aimé le faire plus tôt. Je m'appelle Nathan. J'ai 31 ans, directeur des opérations dans une entreprise de logistique, ce qui signifie que je résous les problèmes des autres pour gagner ma vie, et apparemment je fais la même chose gratuitement à la maison. Sarah est assistante juridique. Lily est notre fille unique. Elle est silencieuse comme le sont les gens prudents, pas timide, mais sélective quant aux personnes qui méritent ses mots. Mon frère Derek a 28 ans. Il a un fils nommé Mason avec sa femme Megan. Derek travaille dans la gestion de vente au détail, gagne 52 000 € par an, conduit un pick-up qu'il ne peut pas vraiment se permettre, et il est le préféré de ma mère depuis bien avant que l'un de nous ait les mots pour le dire. Je devrais vous parler de Vivian avant d'aller plus loin. Ma mère. Parce qu'elle n'a pas toujours été la femme qui a retiré une assiette à une enfant. Quand Lily avait 3 ans et a eu sa première otite, du genre où elle a crié pendant 4 heures d'affilée et où rien ne fonctionnait, Vivian a conduit jusqu'à notre maison à 23 h un mercredi. Elle n'a pas appelé avant. Elle s'est juste présentée avec du Tylenol pour enfants et un coussin chauffant qu'elle avait passé au micro-ondes dans une serviette humide. Elle a tenu Lily dans le fauteuil à basculer et à fredonner quelque chose que je ne reconnaissais pas. Une chanson de sa propre enfance, peut-être. Et Lily a arrêté de pleurer en 10 minutes. Sarah et moi étions dans l'encadrement de la porte, regardant Vivian bercer notre fille dans le noir, le coussin chauffant contre l'oreille de Lily, fredonnant cette chanson, et j'ai pensé, c'est à ça que servent les grands-mères. Elle est restée jusqu'à 2 h du matin. Elle a laissé un mot sur le comptoir, elle va bien. Les otites semblent toujours pires qu'elles ne le sont. Bisous, maman. Ça, c'était Vivian.
C'était la femme que j'ai soutenue à hauteur de 93 400 € sur 4 ans. La distance entre cette femme et celle du dîner de retraite, je continue d'essayer de la mesurer, mais la règle n'est jamais assez longue. 17h48, Lily est habillée. Robe bleu marine, col blanc, cheveux en queue de cheval que Sarah a fait avec un ruban assorti. Elle ressemble à une personne qui se rend quelque part où elle s'attend à être la bienvenue. C'est à ce détail que je ne cesse de repenser. 2 semaines avant le dîner, j'ai aidé Lily à choisir quoi porter. Une répétition. Elle a essayé 3 tenues, puis m'a demandé à voix basse, « Est-ce que je dois m'asseoir à côté de mamie ?» J'ai dit non, qu'elle pouvait s'asseoir où elle voulait. Elle a dit, « Bien. » Elle n'a pas expliqué. Je n'ai pas demandé. J'aurais dû demander. 18h10. Nous arrivons sur le parking du Riverside Banquet Hall. Le lieu que j'ai réservé. Le lieu que j'ai payé. 1200 € pour la salle. 1800 € pour le traiteur. 420 € pour l'installation audiovisuelle. 380 € pour les décorations. Total pour le dîner de retraite, 3800 €. Ma mère a dit à la famille élargie que c'était un effort familial. Derek a dit à 3 cousins qu'il s'était occupé du lieu. Il ne s'est occupé de rien. Il s'est juste présenté. Lily détache sa ceinture de sécurité et regarde le bâtiment par la fenêtre. Elle tient la main de Sarah en traversant le parking. Elle porte des chaussures qu'elle a choisies elle-même, des ballerines noires avec une petite boucle, et elle marche prudemment sur le gravier, comme si elle essayait de ne pas les abîmer. C'est en entrant dans cette salle de banquet que je me suis souvenu du mur de photos. Sarah m'en a parlé plus tard, mais la visite avait eu lieu des mois auparavant. Elle était chez mes parents pour déposer le renouvellement d'ordonnance de Glenn. Pendant qu'elle attendait, elle a compté les photos dans le couloir. 21 photos encadrées sur le mur. 15 étaient de Mason. Mason à son anniversaire. Mason à Noël. Mason au parc. Mason dormant. Mason dans le bain, ce qui semble étrange à encadrer, mais personne ne m'a demandé mon avis. 4 étaient des photos de groupe familial des fêtes. 2 étaient du mariage et de l'anniversaire de mes parents. 0 de Lily seule. 0 de moi seul. Sarah a pris une photo du mur avec son téléphone. Elle ne me l'a jamais montré. Elle constituait un dossier, comme les assistantes juridiques le font, rassemblant des preuves pour une affaire qu'elle espérait ne jamais avoir à ouvrir. Elle l'a ouverte le soir du dîner. Je devrais mentionner l'histoire du prénom, parce que c'est un petit détail, et c'est ce qui le rend si parlant. L'année dernière, ma mère a appelé Lily par le mauvais prénom 3 fois. 2 fois, elle l'a appelée Maddie, qui est le nom de la femme de Derek, Megan. Comme si Lily était si périphérique dans son système de classement mental qu'elle avait été rangée entièrement dans le mauvais dossier. Une fois, lors d'un barbecue familial en juillet, elle a présenté Mason à un voisin comme « mon petit-fils ». Quand le voisin a regardé Lily et a dit « Et qui est cette petite ?» ma mère a répondu « C'est leur fille », en nous montrant « Sarah et moi ». Pas « ma petite-fille ». Pas « Lily ». Leur fille. Comme si Lily appartenait à une catégorie différente de celle de « petit enfant ». Lily l'a entendu. Je le sais parce qu'elle était juste là, tenant une brique de jus, et elle m'a regardé avec cette expression qu'elle a, celle où elle mesure, où elle calcule si elle doit dire quelque chose ou l'archiver. Elle l'a archivé. Elle archive toujours tout. 18h22, nous entrons dans la salle de banquet. Ça sent le pain à l'ail et les centres de table floraux que Vivian a commandés. La salle est dressée pour 34 personnes, des tables rondes avec des nappes blanches. Des cartons de table à chaque place. Je vois immédiatement celui de Mason, imprimé, assorti aux invitations formelles. Même police, même papier cartonné, même petite bordure dorée. Je cherche celui de Lily. Il y a une place à une table près de la porte de la cuisine, avec un carton écrit à la main, au stylo. Lily. 2L. Ma mère avait mal orthographié le nom de ma fille, sur un carton de table, pour un dîner que j'avais payé. Lily ne remarque pas la faute d'orthographe. Elle s'assoit. Elle met sa serviette sur ses genoux, comme je lui ai appris. Elle a 7 ans et elle a de meilleures manières à table que la plupart des adultes dans cette pièce. La place de Mason est à la table d'honneur, à côté de Vivian et Glenn. Il a un bavoir personnalisé, celui qui a été brodé, 6 semaines de travail, bleu et or. Il a un gobelet à bec.
Il a un carton de table imprimé. Il a une chaise haute que ma mère a apportée de chez elle et installée avant que quiconque n'arrive. Ma mère avait fait les bagages de maçonne. Elle avait préparé son confort. Elle avait apporté une chaise haute, un bavoir, un gobelet et un carton imprimé avec son nom correctement orthographié. Pour Lily, elle a apporté un stylo, et s'est trompée dans l'orthographe. 18h45, le dîner est servi. Lily est assise bien droite, fourchette dans la main droite, serviette sur les genoux. Elle me regarde de l'autre côté de la table et sourit, juste un petit sourire. Une enfant à un dîner d'adulte, fière de bien faire les choses. La nourriture arrive à notre table. Poulet, pommes de terre rôties, haricots verts. Une assiette est posée devant Lily. Elle prend sa fourchette. La main de ma mère traverse la table. Pas rapide. Pas agressive, mais désinvolte, comme si elle attrapait une salière. Elle a fait glisser l'assiette loin de Lily, l'a soulevée et l'a déplacée vers la place de maçonne à la table d'honneur. Il avait déjà une assiette. Il en avait maintenant deux. Ce plat est pour le garçon de ton frère, a-t-elle dit. Pas à Lily. À moi. Par-dessus la tête de Lily. Comme si ma fille était un meuble entre nous. La fourchette de Lily était toujours en l'air, suspendue. Elle l'a reposée. Elle a mis ses mains sur ses genoux. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle n'a pas regardé Vivian. Elle m'a regardé, moi. Ce regard. Je dois décrire ce regard, car c'est ce que je vois quand je ferme les yeux maintenant. Ce n'était pas de la confusion. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la reconnaissance. Le visage d'une fillette de 7 ans me montrant qu'elle comprenait déjà quelque chose que j'avais refusé de comprendre pendant 31 ans. Elle n'était pas surprise. Elle confirmait. Ses yeux disaient, c'est ce que je pensais. C'est ce à quoi je m'attendais. Maintenant, tu le vois aussi. 34 personnes dans la pièce. Personne n'a dit un mot. Les fourchettes ont continué de bouger. Les conversations ont continué. La femme de Tyler, une certaine bête que j'avais rencontrée peut-être 2 fois, a regardé Lily avec une expression que je n'oublierai jamais. Elle a glissé son assiette de dessert vers Lily, discrètement, sans rien dire. Lily l'a regardé, a regardé le dessert, et a secoué la tête. Elle ne voulait pas un remplacement. Elle voulait ne pas être le genre de personne qui en a besoin. La cousine Angie filmait les discours. Sa caméra tournait encore. Elle a tout capturé. La main, l'assiette, le visage de Lily, la fourchette en l'air. Elle m'a envoyé la vidéo le lendemain. Je l'ai regardée 14 fois. Ce que j'ai remarqué au 14e visionnage, c'est que la main de Vivian se déplaçait déjà vers l'assiette de Lily avant que la nourriture ne soit complètement posée. Elle n'a pas réagi à une pénurie. Elle l'avait planifié. Elle est venue à cette table avec l'intention de redistribuer le repas de ma fille à son petit-fils préféré. Son geste a commencé avant que l'assiette n'atterrisse. Je me suis levé. Je n'ai pas planifié ce qui a suivi. Une partie de moi voulait prendre Lily dans mes bras et la sortir de là. Une partie de moi voulait me rasseoir et faire comme si je n'avais rien vu, comme je le faisais depuis des années. Et une petite partie de moi, celle qui voulait encore que Vivian soit la femme qui fredonnait dans le fauteuil à bascule à 23 heures, voulait croire qu'il y avait une explication qui rendait cela acceptable. Il n'y en avait pas. Le microphone était sur un pied près de la table d'honneur, installé pour les discours que j'avais organisés. Je me suis dirigé vers lui. Je l'ai pris. La salle était encore en train de manger. Le bruit des fourchettes et des couteaux, le cliquetis des verres, et 34 personnes jouant la comédie d'un dîner normal par-dessus le silence d'une enfant aux mains vides. J'ai dit une seule chose. J'ai payé pour chaque assiette dans cette pièce. Ma fille n'en a pas, c'est tout. 11 mots. J'ai reposé le micro sur son pied. Je suis allé vers Lily. Je lui ai tendu la main. Elle l'a prise. Sarah était déjà debout, sac sur l'épaule, clé de voiture à la main. Nous sommes sortis. Mes parents ont couru après moi, tous les deux. Glenn dans son nouveau costume, celui que je soupçonne Vivian d'avoir acheté avec l'argent que j'envoyais. Vivian en talons, claquant sur l'asphalte du parking, criant mon nom comme si le bâtiment était en feu. Nathan, arrête. Nathan, tu gâches la soirée de ton père. Gâcher sa soirée.
Ma fille était assise dans une salle avec une place vide devant elle, et le souci de ma mère était l'ambiance. Glenn a dit, revenez à l'intérieur. On peut arranger ça. Arranger ça. Comme si c'était une erreur de placement. Comme si l'assiette d'une fillette de 7 ans confisquée était un problème de logistique, et non une déclaration de rang. J'ai mis Lily dans la voiture, j'ai bouclé sa ceinture. Sarah s'est installée au volant. Je me suis tourné vers mes parents, debout sur le parking, et je n'ai rien dit. Je suis monté dans la voiture. Sarah a conduit. Le trajet du retour. C'est là que ça se passe. Lily était sur la banquette arrière, silencieuse. Pas en train de pleurer, pas en train de gigoter, juste assise, les mains sur ses genoux. La même position qu'à table, comme si elle s'était figée là et que personne ne lui avait dit qu'elle pouvait bouger. La voiture sentait le désodorisant à la vanille que Sarah garde clipsé à la ventilation, et autre chose. Cette odeur de pain à l'ail de la salle de banquet, encore imprégnée dans nos vêtements. 10 minutes de silence. Puis Lily a parlé. « Papa, je n'avais pas le droit de manger ?» 7 mots. Les mains de Sarah se sont crispées sur le volant. Je pouvais voir ses jointures dans la lumière du tableau de bord. Je me suis retourné sur mon siège et j'ai regardé ma fille. Elle ne pleurait pas. Elle posait une question sincère, celle d'une fillette de 7 ans qui était arrivée à un dîner dans une robe bleu marine avec un ruban dans les cheveux, serviette sur les genoux, fourchette à la main, faisant tout correctement, et qui s'était fait prendre sa nourriture par sa grand-mère. Elle demandait si le problème venait d'elle, si elle avait fait quelque chose de mal, s'il y avait une règle qu'elle ne connaissait pas qui expliquait pourquoi Mason mangeait, et pas elle. J'ai dit, tu avais le droit de manger. Tu as toujours eu le droit de manger. Elle a hoché la tête, a regardé par la fenêtre, et n'en a plus jamais parlé. Une partie de moi voulait faire demi-tour, retourner à la salle de banquet et dire chaque mot que j'avais ravalé depuis 31 ans. Une partie de moi voulait appeler Vivian et l'entendre l'expliquer d'une manière qui minimiserait la situation. Et une petite partie de moi, celle qui a siégé en silence pendant le reste de ce trajet en voiture, voulait que ma mère redevienne la femme dans le fauteuil à bascule. Celle qui se présentait à 23 heures avec un coussin chauffant et une chanson. Celle qui laissait des mots disant « Bisous, maman ». Je voulais que cette femme soit la vraie, et que celle-ci soit l'erreur. Mais la femme du fauteuil à bascule n'aurait pas pris une assiette à une enfant. Cette femme était partie, ou elle n'avait jamais été le tableau complet. Et je ne sais pas laquelle de ces options est la pire. Nous sommes rentrés. Sarah a préparé un croque-monsieur et une soupe à la tomate pour Lily. Lily a mangé à la table de la cuisine, dans sa robe bleu marine, la serviette toujours sur ses genoux. Elle a tout mangé. Elle a dit « Merci, maman ». Elle est allée dans sa chambre. Elle s'est mise en pyjama. Elle s'est brossé les dents. Elle est allée se coucher. Sarah et moi nous sommes assis à la table de la cuisine après que Lily se soit endormie. La poêle du croque-monsieur était encore sur la cuisinière, le beurre figé sur les bords. Nous n'avons pas parlé pendant un long moment. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et d'un chien aboyant quelque part dans la rue. Je sentais encore le pain à l'ail sur ma veste. Je l'ai enlevé, je l'ai accroché au dos de la chaise, et je n'ai pas reporté cette veste pendant 3 semaines. Sarah a ouvert son ordinateur portable. Elle l'a tourné vers moi. Le tableur. Des années de données. Chaque euro que j'avais envoyé à mes parents, enregistré par date, montant et description. Sarah avait commencé à le constituer avant le 5e anniversaire de Lily, l'année où elle avait remarqué le fossé pour la première fois. Suppléments hypothécaires, 1 400 € par mois pendant 48 mois. 67 200 €. Copaiement et prime d'assurance médicale, 11 400 €. Réparation de voiture, 2 majeurs et 6 mineurs, 1 800 €. Frais de fête pour les Noëls, les Thanksgiving, les cadeaux d'anniversaire, 6 200 €. Le dîner de retraite, 3 800 €. Total, 93 400 €. La contribution de Derek sur la même période, 0 €. Sous les paiements familiaux, Sarah avait ajouté un deuxième onglet. Des comptes en prélèvement automatique que j'avais oubliés. Le câble, 189 € par mois. Un box de stockage que je n'avais jamais autorisé, 95 € par mois. Et un paiement minimum de carte de crédit, 340 € par mois, que ma mère avait ajouté il y a 18 mois en donnant mon numéro de carte à la banque sans me le dire. J'ai regardé le chiffre.
93 400 €. 93 400 € pour une femme qui a pris une assiette de nourriture à ma fille pour la donner à l'enfant de quelqu'un d'autre. Et puis j'ai remarqué la dernière ligne du tableur. Des frais supplémentaires de 420 € du Riverside Banquet Hall. Un surclassement de dessert premium que ma mère avait commandé la veille du dîner. Elle avait amélioré le dessert pour une fête que je payais, sans me le dire. Elle a ajouté 420 € à ma carte de crédit pour un meilleur gâteau, lors d'un dîner où ma fille n'avait pas le droit de manger. Dimanche matin. Je n'ai pas dormi. Sarah n'a pas dormi. Lily a bien dormi, parce que les enfants de 7 ans sont plus résilients que les personnes qui sont censées les protéger. Et je ne sais pas si c'est réconfortant ou la chose la plus triste que j'ai jamais tapée. J'ai commencé à annuler. Pas tout d'un coup. Un par semaine. Méthodique. De la manière dont Sarah constitue ses dossiers. De la manière dont je gère la logistique au travail. Une annulation par semaine. Parce que chacune méritait son propre moment de compréhension de l'autre côté. Semaine 1, le supplément hypothécaire. 1400 € en moins sur le prélèvement automatique. J'ai passé l'appel depuis mon pick-up, sur le parking du travail, pendant ma pause déjeuner. Je mangeais un sandwich. Non, je ne mangeais pas de sandwich. Je tenais un sandwich, je fixais le tableau de bord et je composais un numéro. Semaine 2, l'accord de copaiement de l'assurance médicale avec leur fournisseur. Fait. J'ai appelé de la cuisine pendant que Lily faisait ses devoirs à table. Le crissement de son crayon formant des lettres cursives. Le son d'une enfant qui ne sait pas que son père est en train de démanteler le filet de sécurité de ses grands-parents à 3 mètres de là. Semaine 3, le câble. 189 € par mois. Disparu. Semaine 4, le box de stockage. 95 € par mois. Un box que je n'avais jamais autorisé. Disparu. Semaine 5, le minimum de la carte de crédit qu'elle avait ajouté sans ma permission. 340 € par mois. Signalé comme non autorisé. Annulé. Numéro de carte changé. Semaine 6, le prélèvement automatique pour leur assurance auto, que j'avais même oublié de gérer. Disparu. 6 semaines. 6 annulations. Chacune étant une facture que mes parents ne savaient pas que je payais, jusqu'à ce qu'elle cesse de l'être. Les appels ont commencé à la semaine 3. Le câble a été coupé en premier. Ma mère m'a appelé. Elle n'a pas mentionné le dîner. Elle n'a pas mentionné Lily. Elle a dit, il y a un problème avec notre câble. Peux-tu regarder? J'ai dit, je l'ai annulé. Silence. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je l'ai annulé. C'était mon compte. Je l'ai fermé. Elle a appelé pour l'hypothèque à la semaine 4. Même schéma. Aucune mention de Lily. Aucune mention de l'assiette. Juste, la banque dit que le paiement de l'hypothèque n'est pas passé. 6 appels pour de l'argent. 0 pour sa petite fille. J'ai tenu le compte, comme Sarah tient ses tableurs. Au cours des 2 semaines suivantes, les retombées se sont organisées en catégories. Les invités. 7 SMS de personnes présentes au dîner. 4 collègues de Glenn, 2 cousins, une tante. Tous disant des versions de « j'ai vu ce qui s'est passé ». 3 d'entre eux m'ont raconté des choses que Vivian avait dites sur Lily quand je n'étais pas là. Un collègue, un homme nommé Walt, qui avait travaillé avec mon père pendant 22 ans, m'a dit qu'avant notre arrivée, Vivian avait dit à la table, la petite ne mangera probablement pas beaucoup de toute façon. Elle est difficile. Elle construisait l'excuse avant l'acte, justifiant à l'avance le retrait de l'assiette de ma fille à une salle de témoins. Walt a appelé Glenn directement une semaine plus tard et a dit, je te connais depuis 30 ans, et je n'ai jamais eu honte de te connaître avant samedi. Sa femme a envoyé un message à Sarah disant qu'elle avait failli intervenir lorsque l'assiette avait été retirée, mais qu'elle avait été pétrifiée. Walt a dit à Glenn que 2 autres collègues en avaient discuté au travail. La retraite de Glenn, la soirée censée honorer 30 ans de service, était maintenant une histoire sur sa femme humiliant une petite fille. Angie m'a envoyé la vidéo, l'enregistrement complet. J'ai regardé la main de Vivian atteindre l'assiette. J'ai regardé le visage de Lily. J'ai regardé 34 personnes continuer à manger, et j'ai remarqué quelque chose au 14e visionnage. À la place de Mason, il y avait une photo encadrée, une petite, appuyée contre son gobelet.
Vivian et Mason du Noël précédent. Elle avait apporté une photo encadrée d'un petit enfant à la table d'un dîner auquel assistaient les deux petits-enfants. La photo de la chaise vide était pire. La photo spontanée de Sarah prise pendant le discours montrait la place de Lily en arrière-plan. Pas d'assiette, pas de couvert, plus de carton de table du tout à ce moment-là. Mason à côté d'elle avec l'installation complète, bavoir, gobelet, photo encadrée, carton imprimé. La place de Lily avait l'air d'avoir été débarrassée, enlevée, comme le couvert d'un invité qui aurait été désinvité. Megan a appelé. La femme de Derek. 10 jours après le dîner, elle a appelé Sarah en pleurant. Elle a dit qu'elle voyait cela depuis 3 ans et qu'elle se taisait parce que Derek lui disait de le faire. Elle a dit que Vivian tenait un calendrier des étapes importantes de Mason, mais n'avait jamais demandé une seule fois celle de Lily. Elle a dit que le bavoir brodé avait pris 6 semaines. 6 semaines de travail le soir pour un petit enfant, 0 pour l'autre. J'aurais dû donner mon assiette à Lily, a dit Megan. Elle était la deuxième personne à penser à l'assiette de Lily. Beth, l'inconnue au dîner, était la première. La grand-mère de ma fille n'était pas sur la liste. Tante Ruth m'a appelé directement. La sœur de ma mère. Elle ne fait pas dans la conversation de salon. Ruth a une voix de gravier contrit, et elle l'utilise efficacement. Ta mère fait ça depuis que tu es né, a-t-elle dit. Tu ne le voyais juste pas parce que ça t'arrivait à toi. Ruth m'a dit que lorsque Derek et moi étions enfants, Vivian tenait des albums de souvenirs. Celui de Derek faisait 40 pages, détaillé, avec des légendes. Le mien avait 6 pages et s'arrêtait à l'âge de 4 ans. Ruth avait gardé les 2 albums. Elle les conservait pour exactement ce genre de moment. Elle a proposé de les apporter. J'ai dit, pas encore. Je n'étais pas prêt à voir 6 pages. 3 semaines après le dîner, Lily a dessiné un portrait de famille en cours d'art plastique. Son professeur l'a ramené à la maison. Elle avait dessiné la même chose qu'il y a 3 mois. Nathan, Sarah, Lily. Pas de grands-parents, pas d'oncles, pas de Mason. Mais cette fois, elle a ajouté une table avec de la nourriture, 4 assiettes, toutes pleines. Elle a dessiné un repas où tout le monde mange. Sarah l'a mis sur le frigo et a dû quitter la pièce. La même semaine, j'ai aidé Lily à écrire des cartes de remerciement. Elle a écrit à Beth, qui lui a offert son dessert. À la cousine Angie, qui s'est assise à côté d'elle pendant les discours. À Sarah. Il n'y avait pas de carte pour Vivian ou Glenn. Elle ne les a pas oubliés par colère. Elle n'a simplement pas pensé à inclure les gens qui lui ont pris sa nourriture. Leur absence de sa gratitude était organique. Ils avaient été sans importance pour sa soirée, sauf pour la partie où ils l'avaient empirée. Sarah a envoyé le tableur par la poste. Enveloppe ordinaire, pas de mots. Juste les chiffres. 4 ans. 93 400 €. Ligne par ligne. Vivian a appelé Sarah, pas moi. Pourquoi enverrais-tu ça? Sarah a répondu, pour que tu puisses demander à Derek de couvrir les frais. Vivian n'a pas rappelé pendant 9 jours. Derek m'a appelé au 11e jour. Il a dit, tu ne peux pas juste arrêter de les aider. J'ai dit, toi, tu n'as jamais commencé. Il a raccroché. Il gagne 52 000 €. Son loyer est de 1 800 €. Le paiement de sa voiture est de 640 €. Il a 4 200 € de dette de carte de crédit. Il ne peut pas couvrir une fraction de ce que je payais. Le style de vie de mes parents était un échafaudage, et j'étais l'échafaud. Et personne n'a regardé en bas. Personne n'a même regardé sur le côté pour vérifier si l'échafaud était fatigué, ou en colère, ou debout sur un parking à regarder ses parents le poursuivre au lieu de sa fille. Megan a donné un ultimatum à Derek 2 semaines plus tard. Arrêter de cautionner le favoritisme de sa mère, ou perdre son mariage. Elle lui a dit qu'elle n'élèverait pas Mason dans une famille qui classe ses enfants par préférence. Elle a dit, ta mère a pris de la nourriture à une fillette de 7 ans, une assiette à une enfant lors d'un dîner, et tu as regardé. Derek lui a dit que ce n'était pas si simple. Megan a dit, c'est exactement aussi simple que ça. Derek était pris entre sa mère et sa femme. Vivian lui a dit que Megan était trop dramatique. Megan a montré le tableur à Derek. Il n'avait aucune idée que j'avais payé 93 400 €. Il pensait que nos parents s'en sortaient bien tout seuls. Il pensait que le dîner de retraite était un effort familial.
Il pensait beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies, parce que c'était plus facile que de poser des questions. Il vivait dans une version de notre famille où tout le monde contribuait de manière égale, et où Vivian aimait tout le monde de la même façon. Cette version exigeait de ne pas ouvrir un tableur, de ne pas compter les photos sur un mur, de ne pas regarder le nom sur un carton de table. Elle exigeait de ne pas regarder. Derek était très doué pour ne pas regarder. L'embuscade sur le pas de la porte. Un samedi matin, 4 semaines après le dîner, Vivian et Derek sont arrivés ensemble. Sans prévenir. Lily prenait son petit déjeuner. Des céréales. Même table, même serviette sur les genoux. Vivian est entrée et a commencé son discours. Nous devons en parler comme des adultes. Ça a assez duré, nous sommes une famille, et les familles règlent leurs problèmes. Et Lily a levé les yeux de ses céréales. Bonjour, mamie. Poli, plat. Le même ton que vous utiliseriez avec un caissier dans un magasin où vous ne prévoyez pas de retourner. Pas de chaleur, pas de colère. Juste un mot. Vivian s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Elle n'avait pas vu Lily depuis le dîner. Elle a regardé ma fille, assise là avec un bol de céréales, une serviette et un visage qui ne jouait aucun rôle pour personne. Elle s'est mise à pleurer. Lily a repris ses céréales. Le discours s'est effondré. Derek se tenait derrière sa mère, regardant le sol. Sarah se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les bras croisés. Personne n'a parlé pendant un moment. Puis Vivian a dit, à travers ses larmes, je veux juste que les choses redeviennent normales. J'ai dit, le problème, c'est ce qui était normal. Ils sont partis. Lily a fini ses céréales. Le groupe de discussion. Vivian en a créé un, intitulé « Unité familiale ». 43 personnes ajoutées. Elle a écrit un long message sur le pardon, sur le fait qu'un malentendu ne devrait pas briser une famille, sur le fait qu'elle aime tous ses petits-enfants de manière égale et l'a toujours fait. Elle a utilisé le mot « égal » 3 fois. Elle a utilisé le nom de Lily 1 fois. Elle a utilisé le nom de Mason 0 fois, ce qui était stratégique, car mentionner Mason rappellerait à tout le monde pourquoi nous en étions là. J'ai répondu avec une seule ligne, elle m'a demandé si elle avait le droit de manger. Personne n'a répondu pendant 40 minutes. Puis Sarah a enchaîné avec le tableur. Présence aux événements, Mason contre Lily depuis des années. Vivian et Glenn ont assisté à 31 des 33 événements de Mason. Ils ont assisté à 4 des 38 de Lily. Sarah les a listés, date par date. Sans commentaire, juste des données. Tante Ruth a rejoint le groupe. Elle a posté des photos des 2 albums de souvenirs, côte à côte. Les 40 pages de Derek, légendées, décorées. Mais 6 pages, arrêtées à l'âge de 4 ans. La dernière entrée, une photo floue de moi sur un tricycle, sans légende. Angie a partagé un arrêt sur image de la vidéo. La main de Vivian sur l'assiette de Lily. La fourchette de Lily en l'air. 34 personnes en arrière-plan. Des fourchettes qui bougent, des bouches qui mâchent, personne qui n'arrête. La conversation, unité familiale, est devenue une pièce à conviction. Vivian a quitté la conversation à 21h47. Derek est parti à 21h52. 21 personnes sont restées. Aucune d'entre elles n'a défendu Vivian. Certaines ont changé leurs photos de profil pour des photos avec Lily. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais Lily en a vu une et a dit, ça, c'est de l'anniversaire de Sophie. Elle se souvenait. Glenn m'a appelé une fois. Il a demandé à me rencontrer dans un dîner. J'y suis allé seul. Il a commandé un café noir et a enroulé ses 2 mains autour de la tasse sans boire. Il avait l'air d'avoir perdu un poids qu'il n'avait pas besoin de perdre. Il a commencé par l'argent. Je l'ai interrompu. Avant que tu ne dises quoi que ce soit sur l'argent, dis-moi ce que ta petite fille m'a demandé dans la voiture après ton dîner. Il ne savait pas, papa, je n'avais pas le droit de manger? Glenn a fixé son café. Le dîner sentait les pommes de terre rissolées et l'eau de javel qu'ils utilisaient sur les comptoirs. Une serveuse est passée, portant le petit déjeuner de quelqu'un d'autre. La vie normale qui se déroule à quelques centimètres d'un homme qui apprend ce que sa petite fille a dit dans une voiture où il n'était pas. Il n'avait pas de réponse. La rencontre a duré 12 minutes. Il a payé le café qu'il n'a pas bu et est parti. Il n'a pas mentionné l'hypothèque. Il n'a pas mentionné le tableur.
Il a marché jusqu'à sa voiture et s'y est assis pendant un long moment avant de partir. Je l'ai regardé depuis la fenêtre du dîner. 6 semaines après le dîner, un dimanche matin, on sonne à la porte. Glenn, seul. Pas de Vivian, pas de Derek. Il portait une veste qui semblait neuve, ou vieille et jamais portée, je ne saurais dire. Il se tenait sur le porche, les mains le long du corps, comme s'il ne leur faisait pas confiance pour faire ce qu'il fallait s'il les mettait ailleurs. Il avait l'air d'avoir vieilli d'1 an en 6 semaines, ce qui arrive quand la personne qui paie votre hypothèque arrête, et que la personne qui prend l'assiette de votre petite fille n'arrête pas. Il est entré. Il ne s'est pas assis. Il n'a pas commencé un discours. Il s'est dirigé vers la chambre de Lily comme s'il savait déjà où il devait être. Comme s'il avait pensé à cette pièce à distance pendant 6 semaines, et qu'il avait enfin rassemblé tout ce qu'il fallait pour se tenir dans son embrasure. Lily était assise par terre, en train de dessiner. Des crayons de couleur étalés en demi-cercle autour d'elle. La façon dont elle les arrange, du plus clair au plus foncé, de gauche à droite. Elle avait la langue entre les dents, de la même manière qu'en boutonnant sa robe pour le dîner. La même concentration, le même soin appliqué à quelque chose de petit, car les petites choses sont celles qu'elle peut contrôler. Elle a levé les yeux. Bonjour, papy. Même ton. Poli, distant. Un salut sans attente. La même voix qu'elle a utilisée avec Vivian lors de l'embuscade sur le pas de la porte. La voix de la caissière. La voix d'une enfant qui a appris que certaines personnes sont juste des gens à qui on dit bonjour. Glenn s'est assis par terre à côté d'elle. Ses genoux ont craqué. Il n'a rien dit. Il l'a regardée dessiner. Elle dessinait une maison avec un jardin et un soleil qui occupait un quart de la page, parce que les enfants de 7 ans font le soleil aussi grand qu'ils le ressentent. Après quelques minutes, elle a dessiné une assiette avec de la nourriture dessus, l'a coloriée avec soin des pâtes avec de la sauce rouge et du vert sur le côté et a fait glisser le papier vers lui sans lever les yeux. Il a pris le dessin. Il le tenait à 2 mains, et ses mains tremblaient. Il a regardé l'image d'une assiette dessinée par la petite fille dont il a laissé quelqu'un prendre l'assiette, et quelque chose sur son visage s'est réarrangé. Pas de la tristesse exactement, ni de la culpabilité. Quelque chose derrière les deux. Le visage d'un homme réalisant qu'une fillette de 7 ans venait de lui offrir plus de grâce qu'il n'en avait mérité en 6 semaines de silence. Et le dessin ne pesait presque rien, et c'était la chose la plus lourde qu'il ait tenue depuis la tasse de café au dîner. Il est resté 40 minutes. Il l'a regardé faire 3 autres dessins. Il n'a pas parlé d'argent. Il n'a pas parlé de Vivian. Il n'a pas expliqué, ne s'est pas excusé, n'a rien demandé. En partant, il a plié le dessin de l'assiette avec soin, marquant le pli au centre avec son ongle, et l'a mis dans la poche de sa veste. Il a dit « Merci, Lily ». Elle a dit « De rien ». Elle commençait déjà un nouveau dessin avant que la porte d'entrée ne se ferme. Les choses sont différentes maintenant. Pas réparées, différentes. Glenn est venu à 2 événements scolaires de Lily depuis. Il s'assoit à l'arrière, n'amène pas Vivian. Il applaudit quand le nom de Lily est appelé. Il part discrètement après. Lily l'a remarqué. Elle n'en a pas beaucoup parlé, mais la semaine dernière, elle a dessiné un homme assis sur une chaise dans une école, et quand Sarah a demandé qui c'était, elle a dit « Juste papy ». Vivian n'est venue à rien. Elle appelle tous les dimanches et parle de la météo, de recettes, et ne prononce jamais le nom de Lily. Derek et moi ne nous parlons pas. Megan et Sarah s'envoient des SMS de temps en temps, courts et pratiques. Megan a envoyé une photo de Mason la semaine dernière. Sarah en a envoyé une de Lily en retour. C'est peut-être le début de quelque chose, ou c'est peut-être tout ce qu'il y aura. Dimanche dernier, dîner chez nous. Lily a aidé à mettre la table. Elle a sorti 3 assiettes du placard. Puis elle s'est arrêtée, et retournée en chercher une 4e, puis une 5e. Elle les a placées aux 2 places vides. Fourchette à gauche, couteau à droite. Serviette pliée en triangle, comme je le lui ai montré l'année dernière. Sarah m'a regardé. J'ai regardé Lily. C'est pour qui, ai-je demandé. Juste au cas où, a-t-elle dit. Elle n'a pas dit pour qui. Elle n'a pas expliqué. Elle a simplement mis les couverts et s'est assise sur sa propre chaise, serviette sur les genoux, fourchette à la main. De la même manière qu'elle était assise au dîner de retraite avant que tout ne tourne mal. Sauf que cette fois, personne n'allait rien lui prendre.
Les assiettes sont restées vides pendant le dîner. Personne n'est venu. Personne ne s'est assis sur ces chaises, mais elles étaient dressées. Ma fille, dont la grand-mère a retiré l'assiette devant 34 personnes, met des couverts supplémentaires à notre table tous les dimanches maintenant, juste au cas où. Je ne lui ai jamais dit d'arrêter. L'assiette reste vide chaque semaine. Elle la met quand même, juste au cas où. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'était une histoire difficile à raconter. Abonnez-vous. Partagez-la si elle vous a touché.